Donc, merci de vous être connecté à cette session. Le sujet, ce sont les acteurs propriétaires qui sont dans la gestion de tout ce qui est bâtiment de santé. Pour Certivea, historiquement, l'humain est important et le secteur de la santé est un secteur qui nous tient particulièrement à cœur. Nous avons proposé donc de passer ce temps tous ensemble pour aborder le sujet de la rénovation. Et donc, on va passer au slide juste après. Pour les acteurs qui ne nous connaissent pas, encore un petit peu après, qui ne nous connaîtraient pas, Certivea aujourd'hui existe depuis à peu près une vingtaine d'années. C'est une structure privée, mais qui est une filiale d'un acteur public, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et nous avons été créés dans une logique d'amélioration des projets du secteur immobilier, notamment sur des thématiques au démarrage environnemental, puis de développement durable, sur le fait d'intégrer toutes ces thématiques. Notre métier, c'est d'identifier ces thématiques, c'est ensuite d'écrire en co-association avec des spécialistes des référentiels, et ensuite c'est de déployer ces référentiels au niveau national ou autre vers tous les acteurs potentiels qui se sentent intéressés ou qui ne le sont pas encore, pour les aider donc d'un côté dans la conception et réalisation de leurs projets à intégrer ces thématiques de développement durable, et de l'autre, à la fin du projet, être à même de quelque part prouver et quelque part attester, grâce à un tiers de confiance totalement indépendant qui est Certivea, des résultats obtenus. Et donc, dans le sujet de la rénovation en général, c'est très important de pouvoir se dire on part d'où, on a quelles ambitions et on va où. Nous avons d'ailleurs mis à disposition depuis le mois d'avril un livre blanc, une soixantaine de pages, qui est focalisé sur la rénovation et qui explique ce qui est peut-être dans notre vision, une rénovation performante, et puis les grands types de rénovation potentielles qu'on peut avoir en tête. La dernière chose que je préciserai dans la présentation, c'est que Certivea, quand on écrit des référentiels, on le fait dans un point de vue français, mais aussi au niveau européen, et des fois au niveau mondial, avec une vision européenne par rapport au reste du monde. Alors, si on passe au slide suivant, aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur d'un actif de santé, la question, on parle bien des bâtiments existants puisque le sujet, c'est la rénovation. Certains se posent des fois des questions en disant qu'est-ce que je vais faire de ce bâtiment, comment je vais le maintenir, est-ce que je le maintiens, est-ce qu'il est déjà dans une logique de développement durable au bon niveau ou pas. Donc, ces questions-là, vous vous les posez peut-être. Et en fait, l'introduction a pour mérite de repréciser, puisqu'on peut avoir des gens de tout niveau de réflexion, aboutis ou pas aujourd'hui, qui sont avec nous. Le but, c'est de rappeler qu'il y a des injonctions qui se cumulent aujourd'hui. D'un côté, il y a le sujet climatique, urgence ou changement climatique, et qui, au fur et à mesure des jours de l'avancement dans l'année, peuvent devenir de plus en plus visibles. Et c'est particulièrement le cas pour les acteurs de santé, puisque quand on a un bâtiment de santé, on accueille une population qui est souvent une population plutôt fragile, pour un temps qui est variable. Et on est surtout aussi dans des actifs où, quelque part, le bâtiment fonctionne souvent jour, nuit et toute la semaine. Donc, les questions qu'on peut se poser dans d'autres secteurs du tertiaire, comme les bureaux ou autres, ne se posent pas de la même manière. Ils sont beaucoup plus prégnants sur la partie, effectivement, santé. Le sujet aussi de tout ce qui est lié à l'énergie et à l'impact de nos bâtiments sur l'environnement. Ça, c'est des sujets de quelle énergie je choisis, quelle quantité d'énergie je consomme et quel impact sur l'environnement. De l'autre côté, il y a des injonctions, on va dire, légales, réglementaires. Alors en France, qui est le pays qui est depuis longtemps très sensibilisé sur ces sujets par rapport à d'autres pays d'Europe, le cadre réglementaire, il a tendance actuellement à s'accélérer, que ce soit avec le décret tertiaire, que ce soit avec le DPE quand on a besoin de vendre ou autre. Il y a le cadre global de l'ARE 2020 qui est pour le neuf, mais qui, on va en parler juste 2 petites secondes, dans le cas d'une rénovation globale, s'il y a une extension, il peut y avoir un mix avec du neuf. Et d'un point de vue, on va dire, législatif plutôt européen, on a le sujet de la taxinomie qui peut concerner un certain nombre d'entre vous, et le sujet, effectivement, encore plus depuis le début de l'année, de la CSRD. Donc, il y a effectivement des injonctions, et il y a surtout une prise de conscience et une montée, une maturité des acteurs sur ce sujet-là en tant qu'acteurs de santé. Et de l'autre, le constat et le point de départ, c'est que ça tombe à des moments où, au-delà de l'envie ou de la prise de conscience,
Et de l'ambition, il y a des contraintes économiques et financières parce que nous avons des taux d'intérêt qui sont plus élevés qu'ils n'étaient à 1 an et demi. Il y a l'inflation qui est toujours plus ou moins présente. Et puis surtout, l'énergie, les matériaux, la main-d'œuvre, tout coûte beaucoup plus cher. Donc, on peut avoir des ambitions, mais la question, c'est comment et quelles décisions prendre à des moments où la partie financière devient très importante. Et l'autre chose que je repréciserai en introduction, c'est que dans le cas des fameux bâtiments de santé, nous avons aussi donc la notion, bien sûr, du public qui est accueilli, mais il y a aussi la notion de tout le personnel. Et dans les contingences de pouvoir être dans le bâtiment, sans parler de je ne sais combien d'heures de suite, mais de nuit, de jour, toute la semaine et autres, la prise en compte de la qualité de vie du personnel à l'intérieur de ces bâtiments est extrêmement importante. Dans le livre blanc, nous avons identifié un certain nombre de rénovations. Aujourd'hui, dans le cas des bâtiments de santé, ce matin particulièrement, en fin de notre séquence, Christophe Gérard, notre directeur technique et innovation, interviendra pour repréciser 2 solutions particulières qui sont l'énergie, enfin la certification, excusez-moi, pardon. 2 certifications existent et elles ont été remises à jour, il y a 2 ans parce que cet actif était très important pour nous. Et donc, dans les rénovations, vous avez, si vous faites de l'énergie, le focus principal ou le carbone, la possibilité de ne pas viser une certification, mais de viser un label ou d'adjoindre une certification et un label. Ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on restera, quand nous en parlerons, uniquement sur la certification. Mais sachez que si vous avez des questions sur le label d'État BBC Finergie Rénovation ou sur le label BBCA Rénovation, nous sommes à disposition pour vous répondre. On peut passer au slide suivant. Bonjour à tous, je suis Alexia Matistin, responsable communication Certivia. Donc, je prends le relais derrière Claire pour vous présenter un petit peu le programme de ce webinaire qui est consacré donc, au bâtiment de santé. Et nous aurons pour commencer donc, une table ronde qui réunira 2 acteurs clés de l'immobilier de santé, Primonial Healthcare et la PHP, que nous interrogerons pardon, sur les problématiques et sur leurs problématiques et leurs stratégies pour maintenir et développer la performance de leur parc immobilier. Nous aurons ensuite les retours d'expérience de 2 bureaux d'études qui évoqueront avec nous les réalisations récentes en santé qu'ils ont pu réaliser et les atouts ou éventuellement les freins qu'ils ont pu rencontrer dans l'utilisation de la certification. Et nous conclurons, enfin en dernière partie, donc nous aurons Christophe Gérard, qui est directeur technique et innovation chez Certivia, qui terminera ce webinaire par une présentation ciblée des solutions Certivia, certification dédiées aux bâtiments de santé. Voilà, et puis pour répondre à vos questions, je vous propose qu'on se retrouve donc à la fin du webinaire, soit avec les questions qui seront passées dans le chat, ou soit vos questions orales en direct. Voilà, je vous remercie. On va tout de suite amorcer par la table ronde. Et j'accueille donc Elsa Couteau, qui est directrice RSE chez Primonial, et Julien Caillet, qui est ingénieur en chef à la PHP. Est-ce que vous souhaitez vous présenter rapidement, présenter vos structures respectives? Bonjour à tous, donc Elsa Couteau, moi je suis directrice RSE de l'offre de Primonial Remcare qui gère le patrimoine de Prime Healthcare. C'est 160 établissements de santé, principalement en France, qui représentent en gros 2 millions de mètres carrés et peut-être que certains nous connaissent mieux sous le nom d'ICAD Santé, parce que nous avons eu un changement dans notre actionnariat en juillet dernier et donc un changement de nom. Donc, bonjour à tous, Julien Cagé, je suis le référent qualité environnementale pour le service maîtrise d'ouvrage du siège de la PHP. Donc, le service maîtrise d'ouvrage, c'est les opérations majeures, on va dire, sous maîtrise d'ouvrage du siège. Donc, on a un budget capé à plus de 2 milliards sur les 10 prochaines années. Et donc, on assure la maîtrise d'ouvrage de ces opérations. Merci. Merci à vous deux. Je vous propose de commencer donc par une première question qui serait autour qui serait de savoir donc, quels sont les enjeux
économiques, développement durable, etc., auxquels vous devez aujourd'hui répondre et quelle est votre stratégie, votre politique RSE éventuellement pour anticiper la réglementation. Elsa, peut-être? Oui, merci pour la question. Alors nous, effectivement, sur ces sujets, les principaux sujets, c'est bien sûr des sujets environnementaux, avec deux grandes thématiques qui, je pense, vont surprendre personne, l'énergie et le carbone, et puis la résilience au changement climatique, qui, pour le coup, est un peu plus émergente que l'énergie et le carbone, sur lequel on a plus de maturité. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait pour adresser ces sujets, notamment sur les constructions, c'est qu'on certifie systématiquement nos projets neufs supérieurs à 4000 m² afin de garantir les meilleurs standards environnementaux sur le sujet et puis plus de qualité et de confort pour nos locataires qui sont des opérateurs de santé privés. Ça fait un certain nombre d'années qu'on est rentré dans ces démarches de certification puisque notre premier bâtiment certifié, il a été livré en 2016. Et aujourd'hui, on a en gros 10% de notre patrimoine qui est certifié, en très grande majorité des établissements neufs qui ont moins de 5 ou 10 ans. Alors la question, c'est aussi pourquoi on le fait. C'est pour répondre aux demandes de nos parties prenantes. Je vais peut-être en citer deux principales. Tout d'abord, nos locataires. Ça leur permet plus de confort, je l'ai cité, mais aussi de l'efficience dans l'exploitation des bâtiments. Claire a cité les enjeux autour des coûts et des charges d'exploitation. Et donc, on se doit de répondre à ces enjeux et d'offrir aux locataires aujourd'hui des bâtiments qui sont moins consommateurs en ressources. Le deuxième enjeu vis-à-vis de nos parties prenantes, c'est plutôt vis-à-vis de nos investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, on a un véritable sujet pour démontrer la qualité de nos bâtiments et principalement la qualité environnementale. Et peut-être là, un point un peu particulier, parce que sur le secteur de la santé, c'est pas si évident que ça de démontrer la qualité environnementale d'un bâtiment. C'est-à-dire que sur d'autres secteurs tertiaires comme du bureau ou l'hôtellerie, on va pouvoir dire si un actif il est aligné sur une trajectoire crème ou il ne l'est pas. Sur le secteur de la santé, du fait des activités qui sont très spécifiques dans les établissements et de certaines activités très consommatrices, on a plus de mal à se référer à ces référentiels et ces benchmarks énergie-carbone. Et c'est là que les certifications prennent aussi tout leur sens pour apposer des tampons, des labels de qualité. Peut-être juste sur ce point, un exemple, on a livré il y a quelques années la clinique de Daumont avec Ramsay Santé, qui en fait est une clinique 100% ambulatoire avec uniquement des plateaux techniques et des blocs opératoires. Elle a eu une certification, donc démontrant qu'on avait vraiment voulu pousser les curseurs au maximum en termes de qualité. Et pour autant, aujourd'hui, ça fait partie vraiment des actifs les plus consommateurs de notre parc, alors même que voilà, des matériaux performants ont été mis, etc. Mais elle a une activité bien spécifique. Le dernier point, peut-être, pour répondre à cette question, ça va être d'anticiper les réglementations à venir. Ça a également été un peu cité par Claire en introduction. Et donc, on est aujourd'hui ravis que le référentiel de Certivia sur les opérations neuves ait évolué en septembre dernier, si je ne me trompe pas, pour être plus au standard, parce qu'on travaillait sur un référentiel qui était relativement ancien jusque-là. Donc, ça va nous permettre vraiment de se remettre sur un standard de qualité et d'anticiper les réglementations à venir. Et nous, ce qu'on a décidé de faire aussi depuis quelques années, c'est de labelliser certaines de nos opérations E plus C-, donc énergie plus carbone moins, qui est le label qui anticipe la RE 2020, qui aujourd'hui n'est pas encore applicable au secteur de la santé. Merci Elsa. Est-ce que Julien voulait compléter Oui, le bien propos sûr, de... ouais. Il y aura beaucoup d'échos, je pense, avec ce qu'a présenté Elsa. Effectivement, nous, les aspects développement durable, on les a intégrés depuis le plan stratégique de 2015 de la PHP, avec une déclinaison de certification de toutes les opérations majeures, donc sous la maîtrise d'ouvrage de notre service.
Dès 2015, nous, les préoccupations, c'était la performance énergétique, la maintenabilité, la pérennité d'exploitation dans le temps, hein. Donc, pour ces deux aspects, il s'agissait d'apporter la qualité adéquate des ouvrages pour permettre un investissement efficace dans le temps, y compris, je dirais, pour l'exploitation et la maintenance. À ces deux piliers, on va dire, il y avait également le chantier faible nuisance, hein, qui est quand même d'importance pour nous parce que les travaux se réalisent pour des chantiers quand même d'envergure, en proximité immédiate des services de soins qui sont maintenus en fonctionnement continu. Et donc, je dirais par ailleurs, avec aussi en anticipation quelque part de nouvelles contraintes qui apparaissent dans les milieux urbains denses, hein, qui sont d'ores et déjà imposées par typiquement la ville de Paris ou les établissements publics territoriaux de petite couronne, hein. C'est donc le chantier faible nuisance, hein, pour l'apaisement entre guillemets des riverains. Donc ça, c'est des sujets qui ont quand même un petit peu évolué. Depuis, on a d'autres sujets émergents, hein, qui nous préoccupent, hein, qui ont déjà été cités par Elsa et en introduction, hein, mais qui sont le confort et la résilience du coup face au changement climatique de nos projets, hein, parce qu'on on construit pas pour 10 ans, on construit pour 50 ans, voire 100 ans, hein. Et donc Et vraiment une réflexion qui s'est... Oui. oui, non, je parlais spécifiquement en fait sur les opérations de rénovation, enfin en Oui. projet que vous auriez en projet. Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous projetez déjà? Quelles sont les contraintes que vous pourriez avoir sur ces opérations-là? En quoi elles sont différentes de vos opérations de construction? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bah, alors du coup, je prends la parole. Donc en fait, effectivement, enfin, on peut parler un peu de l'organisation d'un projet hospitalier, en tout cas chez nous, hein. Ça débute par la définition d'un projet médical, hein, qui va s'accompagner d'un schéma directeur, hein, de site pour examiner finalement les possibilités du patrimoine qu'on peut valoriser, hein. Après, donc, différents scénarios sont explorés pour aboutir à une faisabilité fonctionnelle, je dirais, technique et économique, donc avec des tableaux multicritères et aider au choix justement des scénarios les plus efficaces. On a par exemple, nous, dans les opérations en cours, on a la réhabilitation des peignes sur le nouveau Lariboisière, enfin qui fait partie intégrante du projet nouveau Lariboisière. On a l'Hôtel-Dieu qui était le marché de l'Hôtel-Dieu, de restructuration de l'Hôtel-Dieu qui a été notifié ou qui va l'être cette année. On a en scope des rénovations thermiques d'envergure, hein, en Brosse-Paré. Mais à chaque fois, on a une réflexion du coup je dirais, de revalorisation du patrimoine existant, hein, donc avec plusieurs vertus, effectivement. On les avait écoutées tout à l'heure, mais c'est forcément le coût brut travaux entre guillemets d'un chantier de rénovation est moindre qu'un chantier neuf, hein, et puis un impact carbone également moindre. Donc je ne sais pas si je laisse déjà aussi projeter les opérations d'Elsa, mais vous souhaitez que je parle de mes contraintes, mais directement. Mais en tout cas, sur ces chantiers-là, typiquement sur des immeubles historiques comme la Riboisière ou l'Hôtel-Dieu, on est confronté quand même à une organisation spatiale de locaux qui est quand même limitée par rapport aux nouveaux usages, nouvelles pratiques de soins, hein. Donc il faut bien réfléchir à la bonne adéquation entre la destination de l'existant vis-à-vis de ce qu'on veut mettre dedans, hein, voilà. Mais également la complexité, je dirais, technique par rapport aux usages projetés, hein, parce que du coup, il y a des contraintes structurelles, il y a des contraintes aussi qu'on peut s'imposer ou non sur les conditions de confort, justement en lien avec la résilience. Et effectivement, en termes de hauteur libre, de passage de réseau, ça peut complexifier lourdement l'opération. Il y a un autre aspect qu'il ne faut pas forcément négliger, c'est, je dirais, la complexité d'organisation opérationnelle, hein, de la conduite d'opération, de passation des marchés de travaux. Parce que du coup, ça peut impliquer un certain nombre de rocades à effectuer, hein, avec des disponibilités de surface pour reloger, entre guillemets, les services, hein, en attendant de réaliser les travaux. Et puis enfin, un dernier aspect, je dirais, c'est les contraintes architecturales et patrimoniales, hein, qui, entre guillemets,
doivent se faire aussi en regard de l'optimisation des économies d'énergie et du confort, hein, parce que si on commence, on ne peut pas isoler par l'extérieur un bâtiment historique, ou alors ça devient très, très complexe, hein, ou voire impossible. Mais ça pose d'autres questions, effectivement. Une isolation par l'intérieur, c'est des pertes de surface, c'est aussi une inertie qui s'amenuise et des conditions de confort qui peuvent se dégrader aussi. Voilà. C'était le tour d'horizon, en tout cas, des opérations de réhabilitation de notre côté. Elsa, vous vouliez rajouter quelque chose Alors, nous, en ce qui concerne les opérations de rénovation, rapidement, on a deux grands types d'opérations de rénovation, soit de la rénovation pour accompagner la performance opérationnelle des actifs. Donc là, ça va plutôt être des restructurations sur des bouts de bâtiments qui sont souvent associés à l'extension et qui vont permettre d'implanter de nouveaux services ou de nouveaux équipements médicaux lourds. Et c'est principalement des opérations qui permettent d'accompagner l'évolution des besoins médicaux, de développer l'offre de soins et d'offrir aussi plus de confort dans le bâtiment aux patients et au personnel. Généralement, c'est des opérations qui représentent quelques millions d'euros. Et puis, on a un deuxième type d'opération de rénovation. Là, on est uniquement sur de la rénovation énergétique. Donc, on a défini une trajectoire carbone en 2021 qui est associée à un budget de 120 millions d'euros sur 10 ans, qui nous permet chaque année de faire entre 10 et 15 opérations de rénovation énergétique qui sont entre quelques centaines de milliers d'euros et 1 à 2 millions d'euros. Et donc aujourd'hui, depuis 2021, il y a déjà en gros un tiers des établissements de notre patrimoine qui ont bénéficié de ce type de rénovation, qui bien sûr sont étalés dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux types d'opérations de rénovation, parce que c'est aussi la thématique aujourd'hui, c'est des opérations qui permettent de créer de la valeur sur notre patrimoine. Alors, bien sûr, je modulerai un peu vu le contexte actuel. Aujourd'hui, on a quand même une dépréciation de la valeur sur beaucoup de catégories d'actifs en immobilier. L'immobilier de santé est un peu moins soumis à ces pertes de valeur. Mais donc aujourd'hui, ces opérations, elles nous permettent à minima de préserver, voire d'améliorer la valorisation de nos actifs qui est estimée chaque semestre par des experts indépendants. Peut-être pour refaire le lien avec des éléments que j'ai dit un peu plus tôt, et puis pour ne pas répéter ce que dit Julien, bien sûr, je suis en phase. Pour nous, l'enjeu sur les opérations de rénovation, ça va aussi être de pouvoir valoriser la qualité de ce qui est fait en termes de travaux, de performance environnementale. Et donc, comme aujourd'hui, on a beaucoup d'opérations qui portent sur des parties de bâtiments, parce qu'on a aussi ces contraintes de continuité d'activité, on a ce vrai enjeu de comment on arrive à donner un gage de qualité. Et je pense que ça fait bien le lien avec ce webinaire qui est sur la certification des rénovations. Eh bien, merci Elsa, merci Julien Caillé. Je vous propose d'enchaîner avec la suite du programme. Et d'accueillir donc Alice Dongui, qui est responsable chez AIA Environnement, et Frédéric Frusta, président directeur général d'Oasis, et qui vont nous faire donc des retours d'expérience sur les atouts de la certification et de la labellisation pour la construction et la rénovation des bâtiments de santé. On passe la parole à Alice Dongui du bureau d'études AIA Environnement. Alice, c'est à vous. Oui, merci Alexia. Si on peut passer sur ma première diapo. Du coup, l'objectif étant de faire justement nos retours d'expérience du point de vue de la maîtrise d'œuvre de bâtiments hospitaliers. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est vrai que l'application du référentiel HQE est beaucoup moins courante sur des bâtiments en rénovation ou sur des opérations de rénovation de manière générale par rapport au neuf. Et pourtant, c'est souvent quand même une démarche qui est indiquée, mais qui ne pousse pas jusqu'au périmètre de la certification. Deuxième point qu'on voit, c'est qu'elle s'appuie encore sur le référentiel HQE au travers des 14 cibles, référentiel qui date de 2009 et qui a été actualisé à l'été 2023.
et qui aujourd'hui propose du coup un spectre de thématiques qui est plus grand, plus global et aussi plus dans l'anticipation, avec un côté beaucoup plus factuel que ce qu'on a pu connaître sur le référentiel, on va dire, d'origine, donc qui est complètement en cohérence, on va dire, avec les différents enjeux de la rénovation. Et c'est vrai que la rénovation, pour faire justement le lien avec les 2 premières interventions, on le voit, elle va à la fois d'un schéma directeur auquel on participe pas forcément, mais dans lequel on va inclure les opérations, jusqu'aux questions de bâtiments et de mutualisation de points communs. Donc on le voit en tant que maîtrise d'œuvre, c'est quand même une perception globale qu'on va souvent nous demander pour savoir justement jusqu'où on peut aller dans ces périmètres de certification qui sont liés au périmètre d'opération. Donc, on peut le voir au travers de 3 opérations qu'on a réalisées en tant que concours, qui sont sur les slides d'après. Ces 3 opérations, en fait, je ne vais pas les décrire, c'est juste pour illustrer le propos que souvent, la rénovation, comme l'ont dit les 2 premiers intervenants, soit c'est à l'échelle de certains bâtiments, soit c'est de la rénovation et du neuf, soit c'est de la démolition. On a vraiment ces échelles qui sont intégrées et qui peuvent poser bien sûr des questions par rapport à quel périmètre de certification peut-on proposer, donc peut-on appliquer. Mais souvent, en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a, en tant que maîtrise d'œuvre, à cœur de traiter l'ensemble de façon cohérente et avec le même niveau d'exigence. Alors, si on peut passer sur les deux opérations suivantes, voilà, on le voit, c'est-à-dire que même dans les images, on ne sait plus où est l'ancien et le neuf, sur cet exemple, par exemple. Sur la slide d'après aussi, Alexia, on le voit. Là, par contre, on repère le bâtiment historique et la liaison avec le neuf et cette volonté, en fait, qu'on va travailler à la fois à l'échelle du bâti et aussi aujourd'hui beaucoup à l'échelle des espaces qui entourent les bâtiments et qui deviennent ce bien commun. Et donc, si on peut poursuivre sur la slide d'après, le choix en fait d'intégrer une certification doit se poser vraiment dans les phases amont. C'est vrai que c'est pas juste la question du profil éventuellement qu'on va rechercher, mais c'est quand même cette analyse un peu approfondie pour arriver à se dire quel périmètre on peut certifier, qu'est-ce qu'on attend de ce périmètre. Et donc, ça nécessite forcément un accompagnement, aussi bien en assistance à maîtrise d'ouvrage que de la part de la maîtrise d'œuvre. Et l'intérêt de la certification HQE, c'est quand même d'avoir un accompagnement aussi par Certivea, très en amont, qui peut nous aider aussi à contextualiser les opérations. Contrairement à d'autres certifications où, à part s'inscrire sur une plateforme, on n'a pas forcément d'échange pour affiner ces questions-là. Là, c'est vraiment un dialogue quand même qui peut être initié très en amont et qui fait partie, bien sûr, d'un diagnostic au même regard que les autres sujets qui sont traités dans le cadre de la rénovation. On peut passer la slide d'après. Donc, par exemple, là, c'était pour illustrer, parce que dernièrement, on n'a pas fait forcément ce type de profil, mais au travers du CH de Caen, on a fait plusieurs scénarios, on va dire, sur le patrimoine existant. Ces scénarios, en fait, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est largement pratiqué sous le prisme environnemental et auquel on peut ajouter ce prisme de savoir la certification peut-elle accompagner une opération et quelle est la valeur ajoutée, quels sont les points singuliers qu'elle va pouvoir soulever. Et donc, notamment au travers des différents métiers, on peut le voir sur la slide d'après. Chaque métier, en fait, a vraiment un regard sur cette question, en fait, de la rénovation, du regard architectural et par rapport à l'usage, vraiment la valorisation du foncier, la question des usages et vraiment cette question de la résilience face aux évolutions du climat. Le regard environnemental est très important également, puisqu'il y a le thème central qui reste toujours la qualité de vie, qui était déjà un thème extrêmement fort dans les 14 cibles HQE et qui s'est renforcé. La question de la performance sur la maîtrise des ressources, sur l'eau, les déchets, l'énergie, les choix constructifs. La nature aussi dans les projets qui est un sujet central aujourd'hui avec cette question du bien-être, de l'adaptation au changement climatique, de la biodiversité. Et puis enfin, vraiment un axe de gestion durable
de performance durable sur la question de l'entretien, de la maîtrise des coûts, du déroulement du chantier. Et bien sûr, accolé à ces deux regards, il y a le regard technique qui est beaucoup plus ciblé sur certains équipements par moment, mais qui relève du diagnostic en fait, hein, qui est fait sur mesure et qui peut permettre vraiment des scénarios d'amélioration, de remplacement et de modification éventuellement d'un certain nombre d'équipements de fond ou de systèmes. Donc, on va le voir sur la dernière slide. Ça, c'est les thèmes aujourd'hui du référentiel HQE bâtiment durable. Donc, on le voit, se sont largement étoffés par rapport aux 14 cibles, avec vraiment cette question, voilà, comme je le disais, du bien-être, avec tous les sujets de confort, mais également tous les sujets qui sont liés en fait à comment l'hôpital vit, les transports, l'accessibilité, les services, avec un vrai socle aussi voilà, sur tout ce qui est la ressource et cette adaptation au changement climatique. Et puis, on le voit, on a un socle vraiment aussi sur la gestion durable. Donc, je laisse la parole à Frédéric qui va rebondir sur mes propos. Excusez-moi, j'ai peut-être un petit problème de micro. Donc effectivement, merci de cette présentation, Alice, parce qu'elle permet vraiment d'éclairer un peu la façon dont on ressent en tant qu'acteur de l'ingénierie environnementale les projets, enfin, la question environnementale dans les projets de santé. Et on voit bien que c'est pas facile, parce que le secteur de la santé, c'est un secteur complexe. Et que c'est déjà compliqué à faire du neuf. Mais quand on s'attache à faire de la réhabilitation, ça se complexifie évidemment de façon exponentielle. Alors, moi, je ne vais pas paraphraser ce qui vient d'être dit, je pense que c'est assez consensuel. À la fois, les témoignages d'Elsa et de Julien Caillé sur la maîtrise d'ouvrage en quelque sorte et les contraintes de la maîtrise d'ouvrage, qu'elles soient privées ou feu public, à la fois sur ce que tu viens de présenter, Alice. Mais je voudrais juste rappeler quelques éléments de contexte. Donc, si on peut juste passer sur la première slide. Je pense que c'était, alors la deuxième slide, pardon, c'est important de rappeler que le secteur de la santé en France, dans sa globalité, c'est-à-dire santé et action sociale, c'est à peu près, ça n'apparaît pas sur la slide là, mais c'est 126 millions de mètres carrés. Ça représente 13% du parc tertiaire existant. Donc c'est relativement considérable. Le renouvellement annuel de ce parc, d'une manière générale, en France, c'est moins de 1% par an. Donc, on est presque, je pense, dans le secteur santé, on est plutôt autour de 0,5%. Donc, il faudrait en gros 2 siècles pour arriver à renouveler complètement le parc. Les consommations énergétiques, pour ne parler que d'elles, et les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à ces consommations donc en mode d'exploitation, c'est très important. On est autour de 200 kWh par mètre carré, je parle là en énergie finale. Donc au global de ce secteur santé et action sociale, et si on sort de ce périmètre-là, tout le patrimoine médico-social, on se trouve plutôt autour de 320-350. Avec donc les émissions de gaz à effet de serre associées, on sait très bien que, historiquement, en particulier le chauffage, il est assuré par du fioul, ou par du gaz, ou par des alimentations énergétiques mixtes, donc des énergies fossiles fortement carbonées. Donc il y a un enjeu colossal sur la partie existante. Évidemment, l'urgence climatique à laquelle on est confronté, ça conduit à une obligation de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Et autant pour les produits de construction et les équipements qu'en mode d'exploitation. Apparaît aussi le souci de la réduction de l'artificialisation des sols.
Je rappelle qu'on est soumis depuis maintenant 2 ans à la loi ZAN, donc zéro artificialisation nette, qui nous engage déjà dans la décennie dans laquelle on est à essayer de réduire de 50% la consommation d'espaces naturels. Et ça aussi, quand on se pose la question de la rénovation de la construction neuve, c'est un aspect fondamental qu'il faut prendre en compte. Donc, cette question-là, est-ce que je le réhabilite? Est-ce que je fais du neuf? Elle est fondamentale. Alors, c'est une question de maîtrise d'ouvrage. Mais, et c'est une question, je pense, qui est posée systématiquement. Comme l'a précisé Julien Caillé, le mécanisme d'élaboration d'un projet hospitalier, ça part d'un projet médical, d'un schéma directeur, etc., où toutes ces questions-là sont abordées. Le coût de la partie rénovation, je suis très satisfait du fait que ça a été précisé là, notamment par Julien Caillé, il est inférieur au coût de la construction neuve. Donc, même si ça pose des difficultés, et on va les voir derrière, si on peut passer à la slide suivante, donc même si ça pose des difficultés de délai, d'organisation, parce qu'effectivement, dans un bâtiment de santé qui est en activité, on ne vient pas perturber comme ça l'activité hospitalière. On a des contraintes fortes, on a des enjeux sanitaires qui sont essentiels. Et donc, la rénovation, la restructuration des bâtiments avec maintien d'activité, elle est quasiment obligatoire. Et la plupart du temps, pour que ce soit possible, ça se combine avec une extension neuve. Donc aujourd'hui, on voit fleurir nombre d'opérations qui sont mixtes. Une partie de réhabilitation, restructuration, parfois lourde, et une partie neuve. Parce qu'on a besoin d'avoir ces opérations tiroirs. C'est-à-dire que quand on fait de la restructuration d'un bâtiment hospitalier, on va devoir déplacer un certain nombre d'activités pour pouvoir réhabiliter, donc avoir accès aux espaces avec un maintien d'activité. Donc, c'est des opérations de tiroir qui sont relativement complexes. Alice a montré le CH de Caen, qui est le CHU d'ailleurs, de Caen, qui est un énorme bâtiment qui nécessite voilà, tout un mécanisme organisationnel pour pouvoir maintenir l'activité tout en procédant à une rénovation au moins partielle. Donc, les contraintes, elles sont flagrantes. Les atouts, évidemment, mais ça, je vais un peu paraphraser Julien Caillé, il y a une économie de foncier, donc le foncier, quand même, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas construire si on n'a pas de foncier, d'une part. D'autre part, on a cette obligation de réduction de la consommation d'ENAF, donc je précise juste, ENAF, c'est espace naturel, agricole et forestier, mais ça veut bien dire que la préoccupation de la maîtrise de l'artificialisation des sols, elle est aussi prégnante et elle va s'accélérer. On n'en est qu'au début, on a une loi qui nous amène en 2050 à quasiment et théoriquement plus faire de consommation d'ENAF. Le carbone, tout le monde est au courant, on a une obligation, une urgence climatique qui nous amène à éviter les émissions de gaz à effet de serre. Alors, la réhabilitation, ça permet pas d'améliorer plus que le neuf, ni moins que le neuf, d'ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre en mode d'exploitation. En revanche, ça nous permet évidemment de réduire l'empreinte carbone de la construction elle-même au travers donc des produits de construction et des équipements, les fameux PCE, parce que généralement, on va conserver la structure. On va parfois conserver les façades. Or, et on va conserver les fondations. Ces trois lots-là, dans le bilan carbone d'une opération, ça pèse 60%. Donc, c'est essentiel de bien prendre en compte les atouts, donc les vertus d'une réhabilitation par rapport à une construction neuve.
Après, bien entendu, et j'enfonce une porte ouverte, quand on réhabilite de l'existant, ben, on a les contraintes de l'existant. Alors, en particulier, l'adaptabilité, c'est le problème. Parce que les activités, les modes opératoires hospitaliers évoluent sans cesse. Et donc, les besoins ne sont plus les mêmes. Et quand on est confronté à un bâtiment qui a été construit il y a 30, 40 ans, où ces préoccupations-là n'étaient absolument pas intégrées dans les phases de conception, eh bien, on se retrouve avec des contraintes qui parfois sont très importantes. La trame structurelle dans un hôpital, c'est essentiel. Quand on ne l'a pas, quand on a une trame qui ne correspond plus aux besoins actuels, on est pénalisé. On se retrouve avec des murs de refend qui sont au milieu du bâtiment, donc qui limitent encore les possibilités d'adaptation. On a parfois des façades porteuses. Là, on est vraiment ennuyé parce que les ouvertures, ben, on va être limité. Donc, les préoccupations que l'on a aujourd'hui sur l'accès à l'éclairage naturel vont être réduites. L'épaisseur du bâtiment aussi. On va avoir peut-être de nombreux locaux qui n'auront pas accès à la lumière naturelle. On va avoir des poutres en travers qui vont nous ennuyer. On ne va pas pouvoir faire passer les réseaux comme on le souhaite. On va peut-être devoir recourir à des solutions techniques qui seront différentes en termes de distribution d'air, de distribution de fluide. Et donc, notamment dans les opérations mixtes, on va peut-être devoir recourir à des solutions techniques différentes entre le neuf et l'existant pour obtenir des performances équivalentes. Et puis, par exemple, et ça je le cite parce que c'est un sujet que l'on a nous actuellement, qui est d'actualité chez nous, c'est l'amiante. Parce que quand on est sur de la réhabilitation, souvent, si ce sont des patrimoines qui ont 30, 40 ans, on est très ennuyé avec l'amiante. Et donc, ça pose des problèmes techniques et ça limite les possibilités d'atteindre des exigences que l'on obtiendrait naturellement sur une opération neuve. Donc, tout ce que je viens d'exposer là, de mon point de vue en tout cas, c'est le contexte dans lequel on doit évoluer quand on est sur des projets de réhabilitation. Alors, heureusement, si on peut passer à la slide suivante, on a un nouveau référentiel. Ce référentiel-là, que l'on a attendu un certain nombre d'années et qui, je pense, aujourd'hui, constitue une opération majeure. Tu peux sourire, Christophe. Mais c'est une vraie chance parce que il a, comme l'a dit Alice, il a la vertu d'avoir élargi complètement le champ des thématiques. On est passé de 14 cibles à 22 thématiques. Dans lesquelles, d'ailleurs, l'une des contraintes majeures auxquelles on est confronté en réhabilitation a été prise en compte de façon très importante, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est une notion qui, dans le référentiel actuel, a été fortement mise en avant et dans la grille d'évaluation de la performance globale du bâtiment, c'est une donnée qui est très importante. D'ailleurs, qui a été réclamée fortement par un certain nombre d'acteurs hospitaliers eux-mêmes. Parce que, évidemment, celui qui a la responsabilité technique d'un établissement hospitalier aujourd'hui et qui doit s'adapter en permanence aux évolutions des besoins en termes d'organisation, de surface et de fonctionnalité, eh bien, il est très souvent bloqué par l'incapacité d'adaptabilité de l'existant. Donc, c'est une vraie chance que de pouvoir mettre en avant dans les opérations nouvelles, qu'elles soient neuves ou qu'elles soient mixtes, cette thématique de l'adaptabilité. Et puis, ça donne aussi droit à la performance environnementale sur le patrimoine existant. Je rappelle que c'était pas, le référentiel précédent n'était pas adapté à l'existant. Aujourd'hui, il l'est. Et il n'y a pas de raison que parce qu'on est en réhabilitation, on n'ait pas droit à la même performance.
Et c'est possible. C'est notamment possible parce que l'on soit sur du neuf ou de l'existant, on va avoir une homogénéité de toutes les thématiques qui seront traitées. Et c'est aussi possible, et je pense, j'espère que Christophe va nous le confirmer, c'est que ce référentiel-là, il a la capacité de s'adapter aux exigences contextuelles. Parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Ou en tout cas, on ne peut pas atteindre les mêmes exigences quand on est sur du neuf que quand on est sur de l'existant. Et l'intelligence, je pense, de ce référentiel, c'est de justement avoir cette capacité lui-même d'adaptation au contexte, en prenant en compte l'adaptabilité des bâtiments. Alors ça, c'est le référentiel. Et puis, il y a le sujet de la certification. Pourquoi je le mets en avant? Parce qu'on voit fleurir un certain nombre d'opérations sur le plan national. Et là, je ne parle pas de l'APHP parce que Julien Cailly a très bien exposé la politique de l'APHP qui fait office de locomotive en France. Mais si on regarde un peu ce qui se passe sur le plan national, on s'aperçoit que les wagons ont un peu de mal à s'accrocher à cette locomotive. Et effectivement, on voit souvent des opérations mixtes sur lesquelles on a un programme très détaillé sur la partie neuve, qui souvent, aujourd'hui encore bien sûr, parce que le référentiel duquel on parle aujourd'hui n'a que quelques mois de mise en vigueur, donc qui s'appuie sur les 14 cibles du référentiel précédent, sans aller chercher la certification, mais donc qui représente un programme, un cadre clair sur la partie neuve, mais qui souvent n'applique pas les mêmes exigences à la partie réhabilitée, à la partie restructurée. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas trop comment prendre le sujet. Ce référentiel permet donc de faire les deux. Et il est donc un moteur de qualité durable sur la totalité des opérations. Mais lorsque les opérations, comme c'est le cas dans 90% des cas que l'on observe actuellement, ne vont pas jusqu'à la certification, c'est-à-dire qu'ils se contentent de faire référence au référentiel, ce qui est déjà une première avancée notable, bien entendu, mais ne s'inscrit pas dans un processus de certification. Eh bien, lorsqu'on fait ça, on s'enlève un levier de pression essentiel sur les acteurs du projet, parce que souvent, entre la conception et la phase de réalisation, eh bien, on a un écart important qui apparaît. Et donc, notre rôle à nous de bureau d'études, soit d'AMO, soit de bureau d'études d'ingénierie, c'est de pouvoir mettre la pression sur l'ensemble des acteurs du projet, les entreprises en particulier, mais aussi nos amis architectes, pour que les exigences soient maintenues jusqu'au terme. Donc, il faut aller vers la certification parce que ça nous donne la légitimité et ça nous offre un levier de pression qui est important. Et puis enfin, c'est une ouverture directe vers la performance durable en exploitation, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et il est clair que ce qui intéresse à la fois les acteurs, les utilisateurs du bâtiment et ce qui intéresse le climat, ce sont les résultats environnementaux que l'on obtient. Ce ne sont pas les intentions ni les démarches. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des maîtres d'ouvrage qui nous écoutent, merci d'aller jusqu'à la certification pour nous offrir la possibilité d'avoir des résultats. Voilà ce que je voulais préciser. Ben, merci beaucoup, Frédéric. C'était très clair. Je vais essayer d'enchaîner pour essayer de confirmer ce que tu as dit sur l'adaptabilité notamment du référentiel et son adaptation contextuelle. Donc, pour faire un très rapide retour, parce que je vois qu'il est déjà 11h55, effectivement, comme tu l'as dit, Frédéric et Alice aussi, il y a eu en 2023, à l'été 2023, une modification de notre référentiel, donc 15 ans après la version de 2008,
une mise à jour de ce référentiel pour passer notamment, pour ajouter tous les thèmes qui sont avec une petite coche verte sur la partie de droite ici, et ce qui élargit le périmètre, puisque dans les anciennes versions, on était plutôt sur de l'environnement, de la santé et du confort, et puis là, avec la nouvelle version de référentiel, on embrasse vraiment toutes les thématiques du développement durable actuel. Et autre point important aussi, comme l'a déjà dit Frédéric, on peut désormais, avec ce référentiel, évaluer sur une même base à la fois des projets neufs, des projets rénovés et des bâtiments existants, tout en ayant des évaluations qui vont s'adapter aux différents types d'opérations, donc neufs, rénovés ou existants. Et puis, on a toujours une partie de management, donc qui s'appelle désormais le management responsable, qui là va aider beaucoup à organiser les opérations, à suivre ces opérations et, in fine, à s'assurer que la performance qu'on souhaitait atteindre au début de l'opération est bien atteinte in fine. Donc ce slide-là, vous l'avez déjà vu. Vous voyez ici, j'ai mis avec une coche verte de façon plus évidente sur ce slide les thématiques qui ont été ajoutées avec cette nouvelle version de référentiel. Donc bien entendu, l'adaptation au changement climatique, qui est fondamentale aujourd'hui, la biodiversité, l'accessibilité, qui est un des points aussi très importants notamment des établissements de santé, l'accessibilité à tous les services des établissements de santé et pour tous, le carbone et les ACV, qui sont aussi des thématiques très importantes, et toute une partie liée à la performance économique également, qui n'était pas présente dans les versions précédentes, où on va essayer de venir s'assurer que l'opération que l'on est en train de mener va dans le temps permettre d'avoir des coûts maîtrisés, un entretien, une maintenance adaptée pour avoir dans la durée une maîtrise des performances. Donc vous voyez ici, alors j'ai pris un exemple ici, c'est le référentiel en construction. Donc en construction, vous avez les thèmes qui sont affichés là. Vous avez deux référentiels, un qui s'appelle HQE bâtiment, donc c'est la flèche bleue où il y a moins de thèmes que pour HQE bâtiment durable, où on va ajouter les thèmes qui sont sur la partie droite. Donc le référentiel HQE bâtiment, lui, va se focaliser globalement, il va rester sur le même périmètre que les anciennes 14 cibles. Et puis le référentiel HQE bâtiment durable, lui, va avoir l'exhaustivité de toutes les thématiques du développement durable. Il y a une seule exception, c'est le thème adaptation au changement climatique, qui est présent dans les deux référentiels, puisqu'on a considéré que c'était un thème qu'il fallait absolument aujourd'hui traiter, que ce soit dans le référentiel bâtiment ou dans le référentiel bâtiment durable. Un mot sur le champ d'application, donc c'est un référentiel qui s'applique directement à l'international. Donc on a d'ailleurs déjà des opérations, par exemple au Maroc, qui sont en cours de certification sur ce nouveau référentiel. On a fait 4 grands groupes de types d'établissements. Vous voyez que sur les différents types d'établissements, ça couvre la totalité globalement de toutes les typologies qui peuvent exister en établissement de santé. Les 4 groupes que vous voyez là ont été faits plutôt sur la base des consommations d'énergie, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir des groupes qui ont des consommations sensiblement identiques. Et donc, vous avez la première partie, par exemple, qui est sur les centres hospitaliers universitaires ou les gros hôpitaux. Et puis, si je prends un autre exemple, la troisième, c'est plutôt les hôpitaux locaux, les EHPAD, etc., où il y a plus d'hébergement et il y a moins de plateaux techniques et donc des consommations qui sont différentes. Et puis les cliniques privées qui, pour des questions de surface notamment relatives à chaque activité, vont avoir des surfaces assez différentes. Et donc ce champ d'application, c'est bien pour aussi les opérations neuves, rénovées et existantes, pour avoir ce continuum, c'est-à-dire on fait par exemple une opération de rénovation et ensuite on peut suivre dans le temps les performances du bâtiment sur plusieurs années avec la version exploitation de ce même référentiel. Alors très très vite sur les évaluations, donc le système de management est évalué en niveau de maturité, donc
là, ça démontre comment dire, comment l'opération est menée et est organisée avec 3 niveaux de système de maturité. Un premier niveau, on a quelques exigences très essentielles et sur le management de l'opération. Ensuite, un deuxième niveau, on a des exigences sur toutes les parties du management. Et enfin, un troisième niveau qui ne concerne que les gestionnaires de parcs immobiliers qui souhaitent certifier l'ensemble de leur parc. Ici, c'est l'évaluation que vous allez avoir dans chacun des thèmes que j'ai mentionnés précédemment. Donc, dans chaque thème, vous allez avoir une notation de A à F. Donc, l'énergie sera notée de A à F, l'acoustique sera notée de A à F, la biodiversité également, l'adaptation au changement climatique également. Donc, vous allez retrouver sur chacun des thèmes que vous avez vus dans les slides précédents une notation de A à F. Et toujours la même notation avec des pourcentages de points atteints sur chacun des thèmes. Ensuite, si on passe au niveau supérieur, on a des notations sur les engagements. Donc les 4 engagements qui sont mentionnés ici, donc la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique et le pilotage maîtrisé, où là on va donner des étoiles sur chacun de ces engagements. Vous pouvez avoir entre 0 et 4 étoiles sur chacun de ces engagements. Et ensuite, on va délivrer une note globale à l'opération qui va être performant, très performant, excellent ou exceptionnel. Donc tout cela se fait au travers d'exigences qui vont délivrer des points et on va faire des cumuls de points selon les périmètres concernés. Donc ces cumuls de points, ils peuvent être au niveau du thème, au niveau de l'engagement et puis ensuite au niveau de la note globale. Ici, j'ai mis un exemple pour HQE Bâtiment Durable, des pondérations sur les engagements, puisque chacun des thèmes et des engagements va être pondéré différemment. Et d'ailleurs, pour les établissements de santé, comme l'a dit Frédéric, on a pondéré assez fortement le thème adaptabilité, parce que c'est vraiment quelque chose de primordial dans un hôpital, dans un établissement de santé, de pouvoir avoir une adaptabilité assez fréquente en fonction des services, des fonctionnalités, etc. Alors, le grand principe aussi, comme l'a déjà amorcé Frédéric, de ce référentiel, c'est la contextualisation et la performance. C'est-à-dire que les évaluations peuvent être contextualisées en fonction du type d'opération. Vous n'allez pas avoir les mêmes thèmes présents en construction, rénovation ou en exploitation. Quand on est en exploitation, en fonction du périmètre de responsabilité aussi du demandeur de la certification, en fonction de la phase, quand on est en programme, en conception, en réalisation ou en exploitation, on a aussi des exigences qui peuvent être présentes ou pas. Et puis, en fonction des conditions particulières liées au contexte de l'opération. Donc, par exemple, je vais prendre des exemples après, mais si on est sur une rénovation, comme le disait Julien Caillé aussi, sur un bâtiment patrimonial, ben, on ne va pas pouvoir agir sur la façade, par exemple. Donc, on peut avoir des non-applicabilités sur certaines exigences du thème adaptabilité qui vont concerner la façade, par exemple. Idem sur d'autres sujets que je vais prendre quelques exemples après. Donc, ce référentiel-là est complètement contextualisable à votre opération en fonction du type d'opération dont il s'agit, donc construction, rénovation ou exploitation. Et puis, on a une visée aussi vraiment performantielle dans ce nouveau référentiel, c'est-à-dire qu'on va essayer d'évaluer vraiment la performance que vont vivre les futurs occupants ou gestionnaires du bâtiment. Donc, quelle est la consommation réelle, par exemple, tout usage du bâtiment en énergie, en eau, etc. Quel est le niveau de confort à l'intérieur du bâtiment pour les futurs occupants, etc. Donc, dès que l'on peut, on fait des évaluations sur des exigences performantielles. Après, il y a quelques thématiques où on doit garder des évaluations de moyens. Je pense par exemple à l'accessibilité au bâtiment. Donc là, l'accessibilité, ben, ça va rester des largeurs de portes, des hauteurs de seuil, des présences ou pas de places pour handicapés, etc. Mais la tendance générale du référentiel, c'est vraiment la performance et vérifier la performance atteinte
sur chaque thématique. Alors ici, j'ai mis quelques exemples d'adaptation à la rénovation, à l'exploitation. Donc sur l'adaptabilité, par exemple, j'ai pris un exemple des bâtiments patrimoniaux où on ne peut pas toucher la structure et l'enveloppe, par exemple. Donc dans ce cas-là, l'évaluation va s'adapter à ce cas-là. Idem, on peut parfois ne pas pouvoir faire des extensions, par exemple. Donc il y a un certain nombre d'exigences sur les extensions des bâtiments qui ne vont pas s'appliquer dans ce cas-là. Si vous êtes sur une rénovation où vous ne touchez pas sur la partie que vous rénovez, les réseaux d'eau, par exemple, les exigences liées au réseau d'eau, si la rénovation ne concerne pas les réseaux d'eau, ces exigences-là ne vont plus s'appliquer à vous. Idem sur l'accessibilité, si vous avez des contraintes de site pour gérer vos accès, vos cheminements sur la parcelle, le positionnement de vos stationnements, etc., ces exigences vont s'adapter aussi à votre cas. Idem sur les notions de confort, j'ai pris l'exemple du confort acoustique et du confort visuel. Quand on est en rénovation ou en exploitation, il y a simplement les exigences de confort, par exemple acoustique ou visuel, qui peuvent s'appliquer aux rénovations ou à l'exploitation qui va rester, et celles qui ne peuvent pas s'appliquer à la rénovation. Par exemple, la quantité de lumière du jour avec un calcul d'ALJ, il ne sera pas demandé en exploitation ou en rénovation. Les déchets, là aussi, les déchets qu'on va regarder, puisque dans ce thème déchets, on regarde à la fois les déchets d'activité, les déchets d'entretien-maintenance et les déchets de chantier. Donc les déchets d'activité et d'entretien de maintenance, on va les regarder en exploitation. Par contre, en exploitation, on ne va pas regarder les déchets de chantier. Et à l'inverse, quand on est en construction ou en rénovation, on va regarder les déchets de chantier et on ne va pas regarder les déchets d'entretien ou d'activité. Sur l'économie locale, on peut aussi rendre non applicable, quand on est en exploitation, toutes les exigences sur le réemploi, puisque là, le réemploi, ça va plutôt concerner la rénovation et aussi la construction. Donc vraiment, il y a une possibilité d'adapter les exigences à votre opération et au type d'opération. Alors dans les slides suivants, j'ai mis un certain nombre d'éléments qui sont importants à traiter et qui ont été ajoutés dans ce référentiel. Donc les nouvelles thématiques, peut-être insister sur le commissionnement, qui est une thématique qui n'existait pas dans le référentiel précédent, où on va venir s'assurer que tous les systèmes sont bien réglés sur l'opération, qu'on a fait les essais nécessaires pour que ensuite la gestion du bâtiment soit facilitée et qu'on atteigne les performances qu'on s'est fixées au départ. Les services n'étaient pas présents non plus. Donc là, il y a certaines spécificités des établissements de santé aussi sur les services, les plages d'ouverture notamment des services, la diversité des services présents dans les établissements, et à proximité, puisqu'on a par exemple ajouté le fait d'avoir des hébergements pour les familles à proximité des établissements de santé, qui est valorisé dans le référentiel. Sur le carbone, donc là, on s'est basé beaucoup sur le bilan carbone de scope 1 à 3. Donc ça va concerner à la fois les émissions liées à l'énergie, au déplacement, mais aussi aux approvisionnements, par exemple. Les ACV, donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, la RE 2020 ne s'applique pas encore aux établissements de santé, mais ça va arriver, je pense, en début d'année prochaine. Et on demande quand même de faire des évaluations d'ACV dans le référentiel en se basant, alors aujourd'hui on peut se baser sur la norme européenne, on peut se baser sur plus c'est moins, ou sur des méthodologies en rénovation qui existent et qui ont été mises en place notamment par l'Alliance HQE. L'adaptation au changement climatique, là c'est un point très important à ce jour, donc on va demander de faire une analyse des risques climatiques auxquels est soumis le bâtiment et d'avoir une conception du bâtiment ou de sa rénovation pour traiter ces risques et adapter le bâtiment à ces risques climatiques. Cette exigence-là est complètement conforme aussi avec la taxinomie européenne notamment. Autre point important, c'est le confort d'été avec un climat dégradé basé sur les scénarios du GIEC.
Donc là, on va demander d'anticiper les climats futurs en faisant une projection du confort d'été dans le bâtiment en utilisant des fichiers météo qui correspondent au scénario du GIEC pour essayer que le bâtiment, par lui-même, sans l'utilisation de ces systèmes techniques, puisse permettre en lui-même d'apporter un confort nécessaire. Et enfin, troisième point important sur cette thématique-là, c'est l'effet d'îlot de chaleur. Donc sur la parcelle, limiter l'effet d'îlot de chaleur sur la parcelle en limitant par exemple les surfaces imperméabilisées, goudronnées, etc. Sur la biodiversité, là aussi, c'est un thème nouveau, et notamment le coefficient de biotope par surface, qui permet aussi d'ailleurs d'agir sur l'effet d'îlot de chaleur. Des thématiques approfondies, juste un mot, nos référentiels sont complètement connectés au décret tertiaire. Donc, par le suivi que vous faites en exploitation de votre bâtiment grâce à la certification, vous pouvez démontrer aussi que vous êtes dans la trajectoire du décret tertiaire. Élément important aussi, j'en ai déjà un peu parlé, mais qui est à préciser, sur les consommations d'énergie, les consommations d'eau, etc., ou les émissions de CO2, c'est vraiment sur toutes les consommations d'énergie du bâtiment. Donc là, on n'est plus simplement sur les parties de bâtiments de santé qui sont soumises à la réglementation ou sur les consommations réglementaires, on est vraiment sur l'ensemble des consommations du bâtiment. Et d'ailleurs, les classes de consommation énergétique dont je vous ai parlé au tout début, selon les 4 grands types de bâtiments, ont été calées pour intégrer vraiment toutes les consommations d'énergie du bâtiment. Idem pour les émissions de CO2. Après, on a approfondi aussi un certain nombre de sujets que vous voyez ici à l'écran. Je vois que le temps tourne, donc je vais avancer rapidement. Vous aurez l'occasion de regarder la présentation. Un point important, c'est sur la partie performance économique. Donc, il y a vraiment un souci dans ce nouveau référentiel d'anticiper les futurs coûts en exploitation du bâtiment, que ce soit les coûts d'entretien, de maintenance, liés aux fluides, à la gestion des déchets, les coûts de gros entretiens, renouvellement des équipements. On valorise aussi les plans pluriannuels de travaux, etc. Et dans la partie économie locale, il y a une nouveauté aussi importante dans ces nouvelles versions, c'est tout ce qui concerne la valorisation du réemploi. Alors sur les établissements de santé, il y a certaines parties des établissements qui s'y prêtent bien, et d'autres parties qui s'y prêtent moins bien. Par exemple, dans les plateaux techniques, il est difficile à ce jour de réemployer des matériaux. Par contre, dans les parties administratives, par exemple, c'est tout à fait possible. Et donc, on valorise le réemploi qui peut être fait, notamment sur ces parties-là, et aussi si on utilise des filières locales. Et enfin, Frédéric l'a déjà indiqué aussi, ce nouveau référentiel permet vraiment de faire le lien entre ce qui est fait pendant la construction ou la rénovation et ensuite en exploitation. Donc il y a une thématique gestion durable qui va permettre d'intégrer l'exploitation du bâtiment et de regarder toutes les actions d'entretien, de nettoyage, de maintenance du bâtiment, les concertations avec les occupants, les suivis, les analyses des performances, que ce soit l'énergie, l'eau, la qualité de l'air, la qualité de l'eau aussi avec les mesures périodiques qui doivent être faites, etc., au fil du temps, pendant 5 ans, sur l'exploitation du bâtiment. Alors, je suis allé très rapidement parce que je vois qu'on a dépassé le temps. Donc, maintenant, nous sommes à votre écoute si vous avez des questions. Alors, dans une des questions qui a été posée, il y a des questions sur la partie E plus C-, à Oui. savoir si le référentiel était toujours disponible. Alors, oui. Oui, on peut toujours faire des demandes de label E plus C-, sur les typologies qui ne sont pas couvertes aujourd'hui par la réglementation RE2020. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat ou des mains levées. Dans le chat, non, mais s'il y a des questions en direct, on y répond. Ah, Joseph Vanderez. Il y a une main levée. Alors, Oui. Joseph,
Oui, bonjour. J'avais une question pour Elsa Couteau. C'était sur la volonté de certification du portefeuille hospitalier. Est-ce qu'il y avait une démarche commune aux actifs en France et en Allemagne? Question précise sur notre patrimoine. Sur Prime Healthcare, on a un seul actif en Allemagne et donc aujourd'hui, notre stratégie, elle est plutôt sur la France parce qu'on a la très grande majorité de notre patrimoine en France. Mais c'est des choses qu'on a fait par le passé avec d'autres référentiels que les référentiels de Certivia. Ok, merci. Il y a d'autres questions? N'hésitez pas. On a dépassé un petit peu le temps initialement prévu, donc peut-être qu'il y a des gens qui ont quitté l'événement. Écoutez, s'il n'y a rien d'autre, on va partir du principe qu'on va arrêter cette session. Un énorme merci à nos intervenants qui ont fait tout un travail préparatoire, qui ont pris sur leur temps et qui ont encore complété en séance leurs interventions. Nous espérons sincèrement que ces éléments, plutôt tournés vers vous, les propriétaires ou gestionnaires d'actifs de santé, vous ont apporté, vont alimenter vos réflexions, ou vous aider à démarrer des réflexions. L'ensemble des intervenants qui ont été présents aujourd'hui peuvent être contactables après. Et nous, de notre côté, c'est pareil. Si vous avez des questions, des réflexions ou un début d'amorce, n'hésitez pas. Bravo à tous, merci à tout le monde et bonne continuation dans vos réflexions et dans la gestion de vos actifs.